Donc voilà, le juge des enfants envoie une convocation, enfin un jugement encore, comme quoi on a une mesure éducative en milieu ouvert. C'est-à-dire que ma fille dort chez moi, mais elle est sous la coupelle de l'ASE. Donc il faut savoir que les gens de l'ASE, ont pris monsieur en pitié parce que c'est eux-mêmes qui m'ont dit qu'il avait été abusé de son père, qu'il avait été placé pendant 5 ans dans un centre, mec arc-en-ciel bien sûr, et que, voilà, que c'était pas de sa faute, qu'il avait été malheureux. Voilà comment on crée, des monstres, des pédocriminels, grâce à l'ASE. Donc monsieur reproduisait un peu, la même vie qu'il a eue, sur ma fille. Donc en 2018, pour l'instant, tout se passe bien. Je commence à monter en grade au niveau de mon travail. Je gagne beaucoup d'argent, presque 2 000 € par mois en tant qu'aide-soignante. J'ai fait des 0 absentéisme, j'ai ma prime, enfin tout se passe bien. Je fais un crédit pour acheter une voiture, pour refaire tout mon appartement. Enfin vraiment, et je balance mon dossier pour être infirmière parce que j'ai tous les écrits, sont validés et j'ai plus que l'oral à passer. Donc je me dis: «C'est super» et puis en plus j'avais quelqu'un, je commençais à fréquenter un infirmier, tout se passait bien donc vous allez voir comme tout tombe en peu de temps. Donc déjà, l'année 2018, en mai 2018, je tombe sur la conjointe de monsieur. Il m'envoie sa conjointe aide-soignante dans mon service. Donc je subis de l'harcèlement au travail. Elle s'appelle et elle me parle de est une éducatrice du centre Arc-en-Ciel. Vous voyez déjà comme c'était quand même assez prémédité. Et il faut savoir aussi que quand je suis arrivée dans ce service au CHU de Sébaza en tant qu'aide-soignante en 2016, tout ce service me connaissait déjà, ils étaient déjà la plupart formatés, mais moi je le comprendrai bien plus tard. Parce que quand l'Hôtel-Dieu a fermé, en fait, tous les services ont été remaniés, tout le personnel a été remanié. Donc, si vous voulez, le docteur fait en sorte, avec les autres médecins, qu'il y ait du personnel à eux qui se retrouve dans le service dans lequel on allait m'accueillir. Vous voyez un peu la perversité de ces gens. Donc voilà, je tombe sur son conjointe, monsieur, en mai 2018. Elle crée des problèmes pendant que je suis pas là. Les filles se disputent avec cette personne. C'est vrai qu'elle est assez odieuse. Et ben, les dames me disent qu'il faut que je dépose plainte contre elle. J'ai pas le courage de déposer plainte parce que je veux pas avoir d'histoire. J'aime pas les histoires. Donc je dépose plainte, pas plainte, mais c'est vrai que plus tard, je vais quand même beaucoup le regretter. Et ma mère, elle avait peur aussi que ça me retombe dessus, mais elle avait quand même raison. Donc l'enfer commence, j'emmène ma fille à l'école, à la Pradelle, à côté de chez moi, comme d'habitude. Ma fille commence à raconter qu'elle voit monsieur qui a une tête toute ronde, qui est gros, qui est moche et qui sent mauvais la fumée de la bouche. Alors une petite fille qui vous dit ça, vous vous doutez bien qu'elle ne l'a pas inventé, puisque moi je fume pas. Et elle savait pas que monsieur fumait. Donc voilà, elle nous raconte ça déjà dans les premiers temps. Et puis, donc on va voir la maîtresse et on va discuter avec elle en disant: «Mais qu'est-ce qui se passe à l'école?» Et là, ma mère, elle dit, elle voit monsieur, c'est ce qu'elle nous a dit: «Vous êtes une menteuse, vous nous le dites pas, c'est pas normal». Donc voilà. Et moi aussi j'étais inquiète, je dis: «Surtout, vous le laissez pas voir sans mon autorisation, je veux être informée». Et donc la maîtresse ne dit rien et Yuna revient, elle nous dit elle est sortie, elle nous dit en revenant de l'école qu'elle est sortie, qu'elle a fait un pique-nique un après-midi, qu'il l'a mise dans sa voiture avec une copine, il lui a attaché les bras et puis là, elle dit plus rien. Le gros silence, elle dit: «Mais c'est mon secret, c'est un secret, j'ai pas le droit de le dire». Alors là, on tombe sur notre cul avec ma mère et là, je me fais du souci, quoi. Je dis: «Ma fille, c'est pas une folle, quoi». Et puis, je vais à l'école et puis là, on tombe sur monsieur.
effectivement avec son père. Donc ça s'avérait vrai des faits de mon enfant. Il passait bien à l'école récupérer Yuna. Donc il s'est vite sauvé avec son père. Ils ont parlé le camion de travaux. Ils n'ont pas voulu aborder la conversation. Donc je continue d'amener à l'école Yuna et j'ai dit à la maîtresse, vous ne laissez pas Yuna partir avec monsieur ou quoi que ce soit. Je veux être informée, il n'est pas question. Yuna revient l'après-midi avec des coups sur les jambes. Mais alors, vous savez, on peut en avoir un ou deux bleus. Mais là, elle en avait comme une palette. C'était énorme quoi, sur ses jambes. Et elle nous dit avoir mal au ventre. C'est le jour où elle nous avait dit... Enfin, d'ailleurs, c'était le jour où elle nous a dit ça. Donc, parce que moi, en fait, non, je me suis trompée. C'est que je ne voulais plus emmener Yuna à l'école. C'est pour ça que j'ai été pénalisée. Parce que ma fille s'est plainte de ça et je le montre au médecin. Et donc, on appelle encore qui? Ben, le docteur rénal. On va le voir. On amène Yuna. Et puis là, il examine Yuna. Donc, les hématomes ont été aperçus. Et il fait un examen entre ses jambes. Il s'aperçoit que son hymen est perforé. Donc là, on est très inquiète. On est même surprise. Et on a compris en fait pourquoi les après-midi, elle disait, la maîtresse, qu'elle faisait pipi dessus. Parce qu'il y avait au moins 7 culottes que Yuna ne nous avait pas remis, enfin que la maîtresse nous avait pas remis de Yuna. Elle nous avait remis 7 culottes de l'école. Mais c'était pas les culottes de Yuna. Je trouvais ça bizarre déjà avec ma maman. Et donc des faits qui concrétisaient un peu nos soupçons. Et donc du coup, j'ai pas emmené ma fille à l'école, j'ai téléphoné, je leur ai dit, moi, je fais pas l'éducation sexuelle à mes enfants, c'est quoi cette façon de faire? Enfin, j'étais en colère, quoi, et j'avais envoyé un courrier aussi à l'académie pour expliquer la situation, que j'étais pas d'accord. Et donc, monsieur, comme elle est sous la coupelle de l'ASE, les gens de l'ASE euh, viennent chez moi. Je leur explique gentiment la situation. Et je leur demande, sans accuser personne, hein, je n'ai même pas parlé de monsieur, je leur montre juste le certificat. Et puis voilà tout ce qui s'ensuit de Yuna. Et j'ai dit, je vais continuer les soins de Yuna, va l'amener à l'hôpital, tout ça. Et au lieu de nous soutenir, de nous aider, ces gens, eh ben, ils sont revenus avec des policiers en force. Et là, ça a été d'une extrême violence. Ils ont enlevé Yuna dans des conditions déplorables. Ils sont arrivés, les policiers, ils ont frappé à la porte. C'est l'équipe de monsieur. Ils ont frappé à la porte et puis là, ils me disent, vous vous reconnaissez? J'ai dit oui. Et, euh, et puis là, ils me montrent un jugement qui a été fait le matin très tôt. Hein, je sais pas à quelle heure, mais apparemment la juge se serait levée à 7 heures du matin pour faire un jugement. Et donc eux, ils arrivent dans l'après-midi pour m'enlever mon enfant. Ce jugement n'a ni queue ni tête. Ils ont dit que ma fille et moi, on était en péril alors qu'on était en train de regarder un dessin animé. Enfin, des choses, ils disaient que le certificat, le médecin et moi, on avait complètement... C'était infondé, on disait n'importe quoi. Enfin, c'était tout contre nous. Les gens de l'ASE se contredisaient. On avait le certificat, ils disaient qu'on était fous, enfin, que le médecin était fou. Enfin, c'était aberrant. Donc, ils sont rentrés en force. Et là, ils m'ont arraché mon enfant parce que moi, j'ai hurlé, je voulais pas la laisser. J'ai hurlé, j'ai sauvé avec la petite. Et ils m'ont attrapé, ils ont attrapé la petite, ils l'ont tirée de mes bras, ils l'ont extirpée de mes bras, une telle violence qu'ils l'ont cognée sur le meuble. Ils ont attrapé la petite, ils l'ont sortie nue en couche. Ils l'ont même pas habillée. Monsieur, les deux assistants sociaux qui ont pris les papiers de Yuna. Moi, les policiers m'ont attrapé, ça a tellement été violent que je me suis retrouvée les seins nus. Ils m'ont plaqué sur le fauteuil et ils m'ont menotté. Et là, ben, le meilleur ami de l'équipe, le brun, il est monté sur mon dos et il m'a écrasé avec les genoux, les reins. Ça a été tellement violent, ils se sont mis à plusieurs. Ils m'ont écrasé et donc du coup, ils m'ont prise. Ils m'ont mis une robe comme ça par-dessus hein, pour cacher mes seins, mais c'était une robe décolletée, c'était en juillet. Hein. Ils m'ont mis directement en bas dans l'ambulance pour m'emmener en psychiatrie sans consentement.
Ça a été d'une extrême violence. Je vous explique pas. Il y avait une caméra, ils l'ont récupérée, la vidéo. Ça aussi, c'est grave. Et donc, je me suis retrouvée en psychiatrie. Là, en psychiatrie, ça a été un enfer. J'ai eu des menaces en psychiatrie par les psychiatres comme quoi il fallait que je dise que ma fille s'était enfoncé un objet entre les jambes, sous peine d'augmenter mes doses et de pas me laisser sortir. Au bout de 2-3 semaines, quand ma mère a entendu ça, elle m'a dit mais vous êtes fou, vous lui faites des menaces. Et effectivement, c'est vrai, il m'a augmenté mes doses et il m'enfonçait les médicaments dans la bouche. Ma mère était outrée. Moi, j'avais la tête qui tournait, je tombais et je vomissais. Et bon, désolée de le dire, mais je devenais incontinent. Ils n'avaient aucune pitié pour moi et ils augmentaient mes doses au fur et à mesure que je refusais de dire que ma fille s'était enfoncé un objet entre les jambes. Et donc j'ai refusé et là, ils ont continué à augmenter mes doses et mes parents sont intervenus pour pouvoir me faire sortir en fait de ce, comment dire, de cet internement abusif sans consentement. J'ai fini par sortir de cet internement abusif. Ma mère a pris des photos de mes coups par les policiers. Un hématome énorme dans le dos, des coups au niveau des poignets, tout. Et j'ai porté une ceinture de contention, faut le savoir, pendant 1 an. J'ai fait une radio avec des conséquences, une syphose, des écrasements lombaires. J'ai fait de la rééducation pendant 1 an. Donc ma fille s'est retrouvée pour les 3 premiers mois à l'ASE de Chamalières. Je pouvais l'appeler tous les jours euh, quand je suis sortie. Et là, monsieur, encore une fois, comme il savait que je l'appelais tous les jours, que ça les dérangeait, et que je voyais ma fille 2 fois par mois à l'époque, je pouvais la voir 2 fois par mois, ce qui n'est pas énorme, une fois entre 4 murs, comme si j'étais une criminelle coupable et ma fille et moi alors qu'on est des victimes innocentes. Donc voilà, mon fils c'était pareil, il avait 2 fois par mois, d'1 heure entre 4 murs avec des personnes. Donc là je vois Yuna et monsieur commence à arriver à mon domicile. Je l'ai enregistré d'ailleurs. J'ai des enregistrements de ces gens aussi. Faut le savoir. Donc il vient à mon domicile et puis il m'annonce qu'elle va à la Mecque Arc-en-Ciel à Saint-Rémy-sur-Durol, à 73 km de chez moi. Donc là je fais un bond, je lui dis pourquoi vous faites ça, vous donnez plus de droits à monsieur qui n'est pas son père et moi je la vois que 2 fois par mois avec mon fils, ce qui n'est pas normal. Et en plus vous allez l'éloigner de moi. Donc je vous ferai écouter l'enregistrement. Il me fait visiter donc les lieux, la Mecque Arc-en-Ciel avec ma mère. Mais on ne verra jamais les chambres de la Mecque Arc-en-Ciel. J'ai aussi les enregistrements. On va voir que les douches collectives et la partie administrative. C'est tout ce qu'on voit. On n'aura jamais vu les chambres et les salles de jeu ou quoi que ce soit de la Mecque Arc-en-Ciel parce que l'accès nous a été interdit. Donc Yuna reste dans ce centre le 28 octobre 2018. Et là, c'est une catastrophe. L'enfer commence vraiment pour Yuna, de plus en plus. Déjà, il avait commencé, mais là, vraiment, c'est horrible. Ces gens commencent à m'appeler, donc c'est le directeur, monsieur. Tiens, il commence à me dire avec les éducateurs, oh, Madame Awanto, vous êtes restreint au niveau des appels. Donc, l'enregistrement, c'est même le 28, donc je me rappelle encore. Vous êtes restreint, vous aurez qu'un appel médiatisé par semaine. Donc à partir de 18h le soir. Donc j'ai des appels médiatisés 1 fois par semaine à 18h le soir. À chaque fois que j'appelais, ma fille elle est toujours en douche ou en bain. Et sachez que ce que je vous ai dit dès le départ, normalement il n'y a que des douches. Vous allez comprendre à quel moment ma fille n'est pas au centre. Quand elle prend une douche, elle est au centre. Quand elle prend un bain, elle n'est pas au centre. Et ça, je vais le comprendre encore bien plus tard. C'est encore une catastrophe. Donc ma fille commence à subir psychologiquement. C'est violent parce que sa mère, elle l'aura qu'une fois au téléphone par semaine. Et moi aussi, c'est dur pour moi. Donc c'est très dur. Donc je commence à faire une dépression.
Ma fille, elle se plaint, déjà de premier coup. Il y a monsieur qui m'appelle en disant que Yuna a subi à l'école, l'éducation sexuelle par un enfant, un grand, qui l'aurait déshabillée. Enfin, on est sous le choc avec ma maman lors de cet appel. Ça commence déjà très, très mal. Pas de Noël pour, Yuna et pour nous et la famille, on la voit pas à Noël. Et en janvier, 2019, là, on aura quand même, un comment dire? Un jugement auquel on va assister avec. Je me présente au jugement et là, c'est une catastrophe. La juge, au lieu de nous rendre la petite, elle nous prolonge 1 an. Je ressors, très déçue de ce jugement. Je pensais pas que ça allait continuer. Je me suis dit: «Au bout de 15 jours, on va essayer de demander», en fait, on savait pas qu'on pouvait faire appel, à cette décision puisque c'était pas indiqué. Et j'ai dit, «On va essayer d'appeler, de convoquer la juge», de reconvoquer la juge, mais je savais pas qu'on pouvait faire appel à une décision. Je ne connaissais pas encore le système et c'était pas indiqué, donc voilà. Donc j'ai dit plus tard, «Je vais faire appel à la juge pour augmenter mes droits et récupérer ma fille», pensant que, ben, ça allait être dans ce sens-là, mais en fait non. On arrive à l'année 2019, janvier 2019. Là, je monte, avec ma mère parce que j'ai pas de nouvelles de Yuna au téléphone, donc je m'inquiète et je m'affole, donc on monte au centre. Et là, on tombe sur une dame qui s'appelle madame, une éducatrice du centre. Et j'ai dit, je demande à voir Yuna parce que je me fais du souci, j'ai plus de nouvelles au téléphone, personne m'a répondu. Et là, on se fait un peu taper sur les doigts par monsieur qui nous interdit, il téléphone à la juge pour nous pénaliser, nous interdire de monter au centre. Donc on rentre chez nous. On reçoit donc cet avertissement et là, je demande quand même à élargir mes droits auprès de la juge, mais jamais elle me répondra. Ni à mes parents, ni à moi, ni à mon fils. Donc on est en janvier 2019, on continue à aller voir madame en mars 2019, on fait le point et on me dit que j'ai besoin de me soigner, que je suis fragile. Enfin voilà, ils se servent en fait, des 4 semaines d'internement abusif, parce qu'ils sont tous au courant. Donc ils me disent que je suis fragile, que c'est pas maintenant que je vais récupérer Yuna, qu'il me faudra beaucoup de temps. Alors je me dis: «Mais en quoi je suis fragile?» Elle me dit et puis, c'est pas normal, quoi. Et puis donc, là, badaboum, qu'est-ce qui se passe? En avril, ma fille, je vais à la visite médiatisée et elle m'apprend qu'elle a pris un coup de poing. Effectivement, elle a un coup de poing, elle a un hématome. Premier coup de poing de Yuna donné par, monsieur. Et là, je lui dis: «Mais c'est pas normal, tu dois pas accepter ça». Et Yuna me dit: «Oui, mais tu sais maman, il a dit qu'il a pas fait exprès, il s'est excusé». Là, je m'inquiète, je me dis: «C'est pas normal» et les dames d'Aramis ne réagissent pas à cet appel, à ce que Yuna dit. Elles font comme si de rien n'était et moi, donc du coup, je vais faire un signalement au tribunal. Premier signalement que je fais, pas de réponse. Donc au mois d'avril, on arrive, le 25 avril, je reçois un appel chez moi, des menaces, de mort. Je reçois des menaces de mort parce que comme j'ai fait un signalement au tribunal, donc ça n'a pas plu à certaines personnes et notamment à monsieur. Donc monsieur, mes 2 ex, parce qu'il faut savoir que, ils sont sous contrôle judiciaire de monsieur et qu'ils sont aussi sous sa coupelle. Ils appellent la veille et puis là, on me demande d'amener 200 000 €. Mais je dis: «Mais j'ai pas d'argent pour amener 200 000 €. Où tu veux que je trouve l'argent?» Et là, ils me demandent de voler pour eux.
Et là, ils me font des menaces en disant que j'allais finir avec une balle dans la tête et pourrir dans un ruisseau. Donc là, en panique, le lendemain, je pète les plombs, je pète complètement les plombs et je vais à l'endroit où ils me disent d'y aller. Je fais ce qu'ils me demandent. Euh, j'ai déjà volé 3 robes qui me demandent d'aller en CA, je ramène les robes. Ensuite, je vais au lieu où ils me disent d'aller, à la FNAC. Et à la FNAC, là, ils me demandent d'emmener de quoi ouvrir les DVD, de leur mettre dans le sac. J'ouvre les DVD et je les mets dans le sac. Et en sortant, il me met tout dans les bras et puis ils me disent démerde-toi. Donc l'équipe de monsieur, encore une fois, je me retrouve en garde à vue. Moi, j'explique gentiment au, au gardien de sécurité ce qui s'est passé, mais je me retrouve en garde à vue avec toutes ces personnes là-bas. Monsieur, donc, ils me prennent mes empreintes, tout, quoi. Et je me retrouve en garde à vue, je pleure, enfin, dans un état lamentable. Et monsieur, une fois que je suis dans la garde à vue, derrière la vitrine, il fouille dans mon sac et il regarde mon portable et il me nargue. Et là, je tape je sonne, je veux demander à boire, je demande de l'eau. Sa collègue, je l'ai reconnue, c'est une dame qui était présente lors du première agression sexuelle. Elle l'a dit que, que monsieur ne m'avait jamais fait de mal, hein. C'est elle qui est intervenue à l'IGPN. Elle n'était pas là présente, mais elle était là comme son alibi pour le protéger. C'était pas le jour où j'ai été harcelée pour la fellation le mardi 10 octobre 2011. C'est que, en fait, le jour de l'IGPN, vous le saurez par la suite, quand j'ai déposé en 2017 la plainte contre monsieur, cette femme l'a protégée. Elle lui a servi d'alibi, alors qu'elle n'était pas présente le jour de premier harcèlement avec monsieur. Enfin voilà, elle m'a donné un verre d'eau, et là, monsieur se dirige vers mon ex-compagnon, et puis il lui serre la main, il dit qu'il lui a fait du bon travail. J'hallucine. Je me dis, c'est pas possible. Et puis là, ils s'appellent tous. Donc, ils appellent monsieur au centre, à la Mecque Arc-en-Ciel. Tout le monde est au courant. Tout le monde est informé. Et donc le soir, en plus, donc le médecin vient vers moi, il me donne 2 comprimés en garde à vue et je dors parce que je ne pouvais pas tenir. Et le lendemain, en partant, la première chose que je fais quand on me rend mon portable, je regarde ce que a fait. Il a effacé en fait un enregistrement du docteur, l'enregistrement des psychiatres comment ça s'appelle, l'enregistrement des psychiatres au CHU Sainte-Marie, et il a effacé des photos de plaques d'immatriculation de voitures qui traînaient dans mon quartier, et il a effacé aussi une photo d'une personne importante que là je ne parlerai pas parce que je veux pas risquer ma vie et celle de mes enfants tout de suite, c'est trop dangereux. Donc il efface ça, et plus tard donc je rentre chez moi. Bien sûr, dans un état lamentable, mais je pensais que ça s'en est pas arrêté là, hein. Ça a été pire, hein, attendez, hein. Donc voilà, je rentre chez moi, et puis ma mère, pour me faire changer les idées, parce qu'elle m'a vue dans un état lamentable, ma famille s'inquiète. On m'invite donc au cinéma avec mon fils et tout, pour oublier cet événement, pour essayer de sortir de tout ça, parce que je suis dans un état lamentable, en dépression, je vous dis. Donc je suis sous traitement pendant 1 an. J'ai fait quand même une dépression pendant 1 an. Donc là, je vais au cinéma, c'est le 4 mai 2019. À ma surprise, quand on revient du cinéma, ma porte est défoncée. Tout est ouvert, les animaux traînent. À l'intérieur, rien n'a été sécurisé, j'ai eu des affaires qui ont été volées. Et donc, des papiers, des photos, des choses importantes, quoi. Des affaires personnelles de ma fille et de moi, particulièrement. Et là, je m'inquiète, je me demande qu'est-ce qui se passe. Et en fait, une personne aurait appelé les pompiers, comme quoi j'aurais fait un malaise. Donc ils m'ont laissé soi-disant un bout de papier. Vous verrez que le papier, plus tard, encore une fois, ils accusent mon père d'avoir appelé, mais mon père n'a pas appelé les pompiers.
puisque moi j'avais envoyé un message à mon père, mais ça n'a rien à voir avec le message que je lui ai envoyé. Parce qu'ils ont aussi accès à tout ce qui est SMS, email, et enfin, et ils m'ont mis mon téléphone sur écoute. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc après ça, donc je rentre, j'aperçois de tout ça, je suis plus sécurisée chez moi. Donc on est 4 mai 2019, je prends des photos de tout ce qui a été cassé et j'indique ce qui m'a été volé. Et bien sûr, on prend toujours des mains courantes, hein, on ne prend jamais de plainte. Donc mes parents projettent de me payer une porte et une serrure qui sera installée qu'au bout d'un an. On aura attendu un an, 1800 € de serrure et de porte. Merci, merci l'équipe. Merci. Donc voilà, euh, je me retrouve avec une porte insécurisée. Donc là, à l'époque, je vais voir mon assistante sociale le 11 juillet 2019, madame, que je saurai bien plus tard, qui n'est pas une assistante sociale de l'ASE, mais du CCAS. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'amenais mon ex-compagnon, quand il était avec moi, il était au chômage et moi je travaillais. Je travaillais au CHU Estin en tant qu'agent hospitalier à l'époque. Et c'était en 2014. Et il faut savoir que cette dame lui donnait des tickets restaurants. C'est ça les gens du CCAS. Ils vous donnent des tickets restaurants, ils vous donnent des aides. Et donc elle connaissait mon ex et moi j'avais pas compris tout ça. Donc elle commence à me parler pendant plus d'une heure. J'ai l'enregistrement d'ailleurs, j'ai tout gardé, et heureusement. Et cette femme me fait la morale en disant que je vais pas bien, que j'avais fait de la psychiatrie. En fait, j'ai fait de la psychiatrie de force. Et je lui dis non, j'ai jamais fait de psychiatrie avant que vous veniez chercher ma fille. Moi, j'ai rien demandé. J'ai dit arrêtez de m'harceler, sinon je vais finir par déposer plainte. Bien sûr, j'ai beau déposer plainte, ce sera toujours des mains courantes ou alors on ne prendra rien du tout. Vous vous en doutez bien. Et donc du coup, à un moment, elle se moque de moi parce qu'elle me dit que j'ai pas fini de me faire du souci avec monsieur. Parce que s'il donne un coup de poing à ma fille, je vais avoir peur, j'aurai avoir mal au ventre. Enfin, je trouve pas ça très drôle déjà. Je la trouve stupide de me dire ça. Et puis elle dit on me rapporte que, on me dit que, elle note. Hein. Et c'est ce qu'elle va rapporter d'ailleurs à la juge qui bêtement va mettre ça sur le jugement. Elle me dit moi je pense que vous allez pas bien, on va vous baisser vos droits. Donc, juillet 2019, le 29 juillet 2019, il faut savoir aussi qu'il y a eu 2 tentatives d'homicide sur moi en janvier 2019, après avoir vu la juge en vrai à Linolier le 14 janvier 2019. On a essayé de m'écraser 2 fois, ma mère est témoin. Elle a eu très peur et j'ai eu une main courante pour une tentative d'homicide. Donc là, on arrive en juillet 2019, le 29 au soir, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, que ma porte, comme elle était en insécurisée, donc ils sont arrivés à plusieurs. Et ce soir-là, c'était vraiment déterminant. Ils voulaient vraiment se débarrasser de moi. Ils sont venus à plusieurs, ils sont passés par le balcon, ils sont frappés dans la porte pour la défoncer. Et heureusement, j'avais barricadé ma porte parce que comme j'avais rien, j'avais barricadé ma porte. Et là, j'ai eu très peur. J'ai appelé le 17 et je suis tombée sur le répondeur. Et j'ai dit à ma mère, j'appelle après ma mère, je dis là c'est la panique, je suis foutue, maman ils vont me tuer. Et ma mère elle entendait le bruit, tout le bazar. Elle a eu très peur, ils ont hurlé, mes parents, donc ils ont appelé les flics. Et ça s'est passé presque 10 minutes, ils sont déjà écoulés et j'ai vu ma vie en fait défiler. Et j'ai envoyé un message en disant dites à ma fille que je vais mourir, je l'aime de tout mon cœur. J'ai dit adieu parce que j'ai vu vraiment que j'allais mourir ce soir-là. Les flics sont arrivés, ils les ont dissuadés, ils sont sauvés, ils se sont cachés dans les bâtiments. Et du coup, ils sont venus vers moi, ils m'ont rassuré et puis ils sont repartis. Et pour une fois, je suis pas tombée sur la mauvaise équipe. J'ai eu vraiment de la chance.